On parle de Pinard avec Dr Zoé. Pourquoi on parle de Pinard avec Dr Zoé? Parce que on a Monsieur Neuder, Monsieur Neuder, qui est député de la République, qui est un député, je crois, des Républicains, qui a réagi par rapport à des histoires de consommation de produits psychoactifs en nous expliquant qu'on n'avait jamais vu personne aller euh, à l'hôpital aux urgences pour de la consommation de vin. Alors, de manière assez étonnante, c'est quelqu'un qui pèse quand même parce que il était haut placé pour le rapport sur la loi de finances de la sécurité sociale. Donc, c'est quelqu'un qui est médecin, mais qui considère qu'il y a quand même trop d'argent dans la sécurité sociale, quoi. Et donc il y a un avis assez désastreux, je pense, et Zoé aussi, sur le vin et sur les psychoactifs en général. Et on va pouvoir questionner, évidemment en ne diffamant jamais cette personne, son rapport au lobby du vin et au lobby de l'alcool en France. Alors on accueille Docteur Zoé pour nous parler de tout ça. Docteur Zoé, comment ça va? Eh bien, bonjour tout le monde. Écoutez, ça va très bien. Aujourd'hui, on va faire un petit numéro d'équilibriste. On va essayer de parler de la position de Yannick Neuder, qui est un de mes confrères, hein, qui est médecin cardiologue et aussi député Les Républicains, qui est qui est un élu de la droite depuis fort fort longtemps, hein, qui a été maire pendant longtemps, qui a siégé au conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes avec Laurent Wauquiez notamment, voilà, et qui maintenant est rapporteur du projet de loi de finances de la sécurité sociale, qui est un des rescapés des Républicains à l'Assemblée nationale. Ils sont très peu nombreux, mais ils sont au pouvoir, c'est incroyable. Et Ils ont été élus par la gauche, voilà. Et donc Yannick Neuder, en partie. il a pris la parole. Je vais vous relire sa prise de parole juste après. Je trouve que c'est particulièrement intéressant qu'on parle de ça parce qu'il n'y a pas longtemps, il ne vous a pas échappé qu'on a sorti une émission où on a invité une chercheuse qui s'appelle Zoé Dubus, qui parlait de la drogue, que nous avons sobrement intitulée «Faut-il un service public de la drogue?» Et où nous parlons de toutes les substances psychoactives, de l'alcool qui en fait partie et qui est l'une des plus à risque d'addiction, de risque pour soi-même, de risque pour la société, et cetera. Mais aussi de tous les autres psychoactifs où on revendiquait le fait qu'il fallait parler de la substance en elle-même de manière neutre, en donnant les bonnes informations dessus, quels sont les risques, comment on les réduit, et cetera, et cetera. De comment on fait pour s'organiser à l'échelle d'une société pour réduire au maximum les risques. Et on a expliqué notamment que la prohibition avait un effet extrêmement néfaste sur les personnes, sur les addictions et tout ça. Et que le fait que les substances soient produites par des entités privées, que ce soit des entreprises privées pour les substances légales comme l'alcool ou des entreprises privées illégales comme des cartels de narcotrafic pour les psychoactifs type héroïne, etc. Que ça posait aussi un problème, et notamment un problème pour pouvoir informer avec loyauté, clarté de vraies informations les consommateurs de ces substances pour limiter au maximum les risques. Et donc, vous allez voir que Monsieur Neuder, député de la Nation s'il en est, a eu une prise de parole pour le moins extrêmement surprenante. Alors, Padu vous l'a dit un tout petit peu, mais là, je vais vous la citer. Ou tu veux la citer, toi, Padu, comme tu veux? Ouais, bah, juste, peut-être pour commencer, pour être, le plus, scientifique possible, on pourrait, lire rapidement son Wikipédia et puis Oui. passer à sa déclaration, comme ça on sait vraiment d'où parle le camarade Neuder. D'où Alors, parle le camarade? Yannick Neuder, du coup, né en 1969 à Tulin en Isère, cardiologue, homme politique français, tu as déjà dit, membre des Républicains, député de la 7e circonscription en 2022, réélu en 2024. Il est conseiller régional, d'Auvergne-Rhône-Alpes depuis 2016, réélu en, 2021. Il vice-préside l'enseignement supérieur et la recherche et l'innovation entre 2016 et 2022. Donc il est maire aussi. Oh, il cumule les mandats, le mec. Mmh. Il cumule Il les a mandats pas de dû ouf. faire Il est maire de énormément de Saint-Étienne de cardiologie dans sa vie. Saint-Joire. Quoi? Il n'a pas dû faire énormément de cardiologie dans sa vie, je pense, mais j'en sais rien, je ne veux pas le diffamer. Bah, il a été maire à partir de 2002, alors il est né en 69, donc à partir de ses 33 ans, il est maire. En Mmh. sachant qu'il a dû, à part s'il a sauté des classes, il a dû finir ses études de cardiologie vers 27, 28 ans. Ouais. Donc Mmh. si il a eu 5 ans 5 ans de cardiologue, c'est déjà pas mal, sauf s'il était cardiologue à côté d'être maire, parce que c'est C'est peut-être un ça, petit si village, c'est c'est possible une aussi. petite commune, c'est possible. C'est possible, donc ne Mmh. sois pas démédisante, Non, je ne s'il suis te pas plaît. médisante, jamais. Moi, je ne médis jamais sur les gens et particulièrement sur les gens de droite, hein, vraiment jamais.
Il est élu à l'âge de 26 ans au conseil municipal. D'accord, OK. Mmh. Gna, gna, gna. Donc il est avec, Laurent Wauquiez. C'est la Il est critiqué droite par les de la. syndicats d'agents qui voient en lui le rouge-gorge de Wauquiez. Qualificatif de Yannick Noder, il indique préférer celui de Pigeon de Kéran, parce qu'il était défenseur de la réduction des frais de fonctionnement de la région Rhône-Alpes. D'accord, Mmh. donc en fait, c'est des mecs, ça fait depuis leur premier engagement, leur but, ça a toujours été d'enlever de la thune au fonctionnement des trucs, quoi. C'est ça, donc réduire les frais de fonctionnement, ça veut dire virer des gens, hein, rappel, et les faire bosser dans des mauvaises conditions, hein, c'est ça que ça signifie. Donc là, il est battu, il est battu, il est battu. Et puis à l'Assemblée nationale, il se saisit principalement des sujets de santé, en Mmh. demandant notamment la réintégration des soignants non vaccinés contre la Covid-19. Il fait également parler de lui en initiant une tribune dans le JDD, où il alerte le gouvernement sur l'ampleur de l'épidémie de bronchiolite frappant la France à l'automne 2022. Bon, pourquoi pas. Après la dissolution de l'Assemblée nationale, il se présente aux législatives, il est réélu. Et Ah, il est choisi par la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale pour être rapporteur général du budget de la sécurité sociale. c'est ça. Le 4 novembre 2024 est agréé l'association du financement du parti politique avec Yannick Noder. Sa portée est nationale. Encore un parti qui va être très intéressant. C'est ça. Alors je me permets juste sur le fait qu'il alerte sur l'épidémie de bronchiolite en 2022. Alors vraiment l'épidémie de bronchiolite, je fais un tout petit encart, mais chaque année, d'octobre à janvier à peu près, il y a une épidémie d'un virus qui s'appelle le VRS, qui donne globalement des rhumes chez les adultes, mais des bronchiolites chez les bébés, qui sont des atteintes respiratoires qui parfois peuvent être graves et nécessiter des hospitalisations. Et chaque année, comme nous n'avons pas assez de lits d'hospitalisation, on découvre en octobre qu'il y a une surcharge hospitalière en pédiatrie. Chaque putain d'année. Et donc Yannick Noder, qui fait partie du clan qui a œuvré extrêmement, extrêmement activement à diminuer le nombre de lits d'hôpitaux et tout, viennent ensuite dire ah mais je viens alerter sur l'épidémie de bronchiolite. Ça m'énerve un tout petit peu, je le dis, ça m'énerve. Mais je suis sûrement médisante, il a surtout, sûrement dans son parti lutté d'arrache-pied pour augmenter le budget de la sécurité sociale, faire payer des cotisations à ceux qui sont les plus riches dans cette société de manière à payer des lits d'hospitalisation pour qu'on puisse correctement soigner les bébés de la bronchiolite qui arrive chaque putain d'année en France et chaque putain d'année on la découvre. Voilà, Ouais, ouais, ouais. Et du coup, on va passer aux propos qu'il a tenus. Là, ça va tu être lui bien. répondais. Donc, c'était ici. C'est dans le monde. Ouais, dans Le Monde. Tu peux nous le lire peut-être si tu veux. Là, j'ai mis le Ouais. tweet, mais. Donc c'était un article du Monde qui parlait notamment de tout un débat. Donc là, en ce moment, il y a le projet de loi de finances de la sécurité sociale qui est en train d'être voté, comme chaque année à l'automne. Alors, il faudrait qu'on rentre dans les détails, etc. On va en parler dans d'autres capsules aussi. C'est assez complexe, mais en fait, c'est vraiment un truc extrêmement important du travail parlementaire, hein, parce que ça détermine quelles seront les recettes de la Sécu et quelles seront les dépenses de la Sécu. C'est un budget monstrueux de centaines de milliards d'euros et ça détermine comment on va se soigner. Enfin voilà, c'est vraiment, on parle de la vie et de la mort des gens là, hein, sur ces lignes budgétaires-là. Et donc, il y a tout un tas de discussions, et notamment, il y a eu une discussion pour augmenter les taxes sur le vin. Le vin bénéficie en France d'un statut un peu à part par rapport aux autres alcools. Il est plutôt moins taxé. Et donc, il était question de ramener les taxes sur le vin au même niveau que les taxes des autres alcools. Et donc, il y a eu une grande levée de boucliers pour ça, pour plein de raisons, notamment parce que la filière viticole en France est une filière très importante, hein. Je crois que c'est 14 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et peut-être aussi, mais alors là, vraiment, moi, je ne diffame jamais personne, hein. Loin de moi l'envie de me rendre coupable de diffamation, donc je pose des questions. Peut-être qu'il est possible qu'il y ait dans cette filière viticole des personnes qui ont un grand, grand, grand pouvoir proportionnel à leurs grands, grands, grands moyens financiers et qui éventuellement iraient discuter avec des politiques de manière à faire avancer leurs intérêts, ce qu'on appelle communément du lobbying. Et bien sûr, je ne prononcerai pas le mot de corruption, ça serait vraiment très mal de parler de corruption, donc vraiment, ne parlons pas de corruption. Et donc, on a Yannick Noder, mon confrère cardiologue, donc formé à la médecine, qui, pour défendre cette filière viticole et défendre le fait que surtout on n'augmente pas les taxes dessus, est venu dire, je cite: «On n'a jamais vu des profils arriver aux urgences avec un excès de consommation de Côtes-du-Rhône ou de Bordeaux. C'est d'autres types d'alcool, on le sait tous». Et alors là, vraiment, Il a pas dû je bosser je beaucoup aux pense urgences, je pense, hein. voilà, là, je pense vraiment s'il y en a qui nous regardent actuellement, des personnels soignants qui travaillent aux urgences ou qui ont travaillé aux urgences, je pense que vous êtes en train de vous rouler par terre de rire, en fait. Voilà, parce qu'évidemment, heu, donc je me permets un truc de
de base qui est que l'éthanol, qui est le principe actif qu'il y a dans l'alcool, est un problème en soi, quel que soit l'alcool dans lequel il est. Enfin, peut causer des problèmes de santé en soi, quelle que soit la boisson dans laquelle il est. Les doses d'alcool varient, c'est pour ça que un verre de bière fait 25 centilitres, parce que la bière est autour de 6 degrés, Un qu'un verre demi-verre de d'alcool. bière fait 25 centilitres, putain. Non, mais je te troll. Ça va être difficile d'être sérieuse. Non, alors, je vous préviens, Padu ne va raconter que des conneries sur l'alcool, hein, Ouais, mais on va lui. voilà, je suis problématique sur ce sujet, Voilà, mais voilà. Padu va être problématique sur l'alcool, mais il va C'est ma aussi vous développer masculinité un. toxique, ça. Non, mais Exactement. Si et vous voyez c'est mon sa côté. moustache Je pleine dois de avoir des mousse de vieilles bière. origines belges, je pense. Exactement. Tu sais, quand tu Donc demandes à un voilà. demi en Belgique, il te servent une pinte. C'est une Donc ça information fait 2 importante doses. à savoir quand même. Et oui, voilà, j'espère que tout le monde est content. Donc ça fait 2 doses d'alcool. Une pinte, 50 centilitres, ça fait 2 doses d'alcool. Un verre d'alcool fort à 40 degrés, c'est juste quelques centilitres, je sais plus si c'est 2 ou 4. Enfin voilà, un verre de vin, c'est 12, parce que c'est proportionnel au degré d'alcool. Et au final, un shot de vodka, c'est la même dose d'alcool que un demi de bière ou qu'un verre de vin. C'est la même dose d'alcool et ça a les mêmes effets neurotoxiques, toxiques pour le foie, etc., etc. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, comme toute substance psychoactive, il y a plein de gens qui peuvent consommer cette substance hautement dangereuse et addictogène sans que ça leur pose de problème particulier, qui ont une consommation gérée, raisonnée. Il y a des doses qui sont plus ou moins toxiques. L'alcool est de toute façon un peu toxique, mais la toxicité n'est pas la même suivant la fréquence, suivant les doses que vous prenez. Mais dire que le Côte-du-Rhône et le Bordeaux seraient une sorte de chose à part, qui est un alcool sans aucun problème, et du coup, il n'y a pas besoin de tenir un discours de réduction des risques, etc. dessus, ou éventuellement de le taxer pour pouvoir financer au hasard la sécurité sociale qui permet de soigner les problèmes de santé liés à l'alcool. 40 000 morts par an, l'alcool, hein, rappel. Loin, loin, loin devant tout un tas d'autres substances psychoactives, le cannabis, l'héroïne, etc., etc. Et donc, Yannick Noder, lui, estime normal de venir raconter cette énorme clownerie comme ça au milieu des colonnes du Monde. Bon voilà, qu'en penses-tu, Padu? Tu penses que c'est bien comme anecdote ou Alors, pas? non, non, mais c'est n'importe quoi. Je veux dire, vraiment, le vin, je pense que c'est un des trucs où tu as le plus de gens aux urgences. Et en plus de ça, lui, en fait, on voit qu'il y a une position de classe. C'est-à-dire, ce qu'il dit, c'est que moi, ce que je bois, parce que quand même, moi, je bois des Saint-Émilion et des Hermitage ou je sais pas quoi, et du coup, bah, moi, c'est pas grave. C'est vraiment ça qu'il est en train de dire. Et quand l'article s'appelle Pour la classe politique, le vin n'est pas un alcool comme les autres, c'est parce que c'est ce qu'ils consomment eux, tu vois. C'est ça. C'est complètement auto-centré et c'est n'importe quoi parce que tu as plein de mecs qui finissent hyper mal avec des consommations massives de vin, mais on va pas appeler ça du binge drinking parce que soit on va dire ah oui, mais c'était un repas arrosé, tu vois. Bah, je suis désolé, si tu bois 2 bouteilles de vin sur un repas arrosé ou tu bois 4 canettes de 8-6 dans la rue, dans un cas on va dire ouais, c'est un SDF qui est alcoolique et dans l'autre cas on va dire ah, c'est monsieur Noder en fait. Alors je n'affirme pas que Noder boit 2 bouteilles de vin sur des repas, hein, mais bon, je peux affirmer que dans la classe politique, je pense qu'il y a des gens qui peuvent boire pas mal sur des repas et qu'ils ne vont pas se considérer comme étant, comme ayant des consommations à risque, alors que les mêmes consommations chez quelqu'un qui boit ça sur un kebab dans la rue, on va considérer que c'est une consommation à risque et que c'est beaucoup plus grave, quoi. Après, Exactement. tu vois, de mon nez, on va dire, j'ai l'impression, en plus, que le vin, c'est vraiment parmi les gens qui ont des problèmes d'alcool, hein, que c'est Mmh, vraiment un des trucs les plus consommés. Heu, mmh, Encore une fois, là, j'ai pas de stats, mais pour avoir vu beaucoup de gens, même si, je suis encore jeune, hein, j'ai pas vu, 30 millions de personnes, mais quand même beaucoup de gens avec des problèmes, d'alcoolisme, souvent, ils boivent souvent du cubi de vin ou alors des bières fortes. Donc dire vraiment le problème c'est pas le vin, bah, si le problème c'est quand même en partie le vin. C'est plus souvent ça que quelqu'un qui est accro au cognac, tu vois? Parce que, en fait, c'est sûrement les boissons avec les meilleurs rapports qualité-prix, tu vois? Au niveau du rapport alcool-prix, ces trucs-là, les bières fortes, genre 8-6 ou fausse 8-6 parce que ça coûte encore cher de la 8-6, et puis des cubis de vin, quoi. c'est ça. Après, juste, je voudrais te poser la question parce que vraiment, tu dis le vin est moins taxé, mais tout alcool est taxé à 20% en France, non? Je vois pas Eh en quoi le ben, vin est moins taxé que le reste. Ça, je comprends pas. eh C'est à la il y a production un peut-être? il y a un statut particulier. Alors l'article du Monde le détaille. Attends, je te laisse sortir le tweet de Noder. Je vais juste checker l'article du Monde parce que en fait, je n'y ai accès que sur. Ouais, je vais sortir le tweet de Nord parce que c'est possible qu'il y ait peut-être des avantages à la production d'alcool, mais pour moi, c'est 5% le vin, vous êtes sûr?
Pour moi, tout alcool, c'est 20%, c'est 20% ou... J'ai jamais vu des gens à l'hôpital à cause du cidre, donc le cidre n'est pas un alcool comme les autres. Bah ouais, bon, en même temps, pour se bourrer la gueule aussi, tu peux le faire, mais il faut vraiment, 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 vraiment y aller, tu vois. Mais, ou alors avoir des cidres à 7-8 degrés, ce qui est commun en Angleterre, mais qui est pas si commun en France, quoi. J'ai fait rage quitte Zoé en une question là. J'ai fait rage quitte Zoé en une question. Le tweet du frérot Noder, donc c'est ça, c'est Zoé qui répond. Un député LR dit qu'il n'y a jamais de passage aux urgences pour un excès de conso de vin. Question Yannick Noder, dans quel pays vivez-vous? Avez-vous été payé par les lobbies de l'alcool pour dire un truc aussi faux et dangereux? Si oui, combien? Des gens me signalent au Conseil de l'Ordre car je dis que la prohibition aggrave les risques liés aux substances psychoactives, qu'il faut une info loyale, claire et appropriée sur toute substance et leurs dangers. Et lui, il dit ça, il siège à l'Assemblée, j'en peux plus, des entreprises commercialisent des substances à risque de dépendance, de problèmes de santé mortels, de conséquences sociales catastrophiques et font la désinformation sur les risques liés aux usages. Des députés médecins participent au mensonge. Il faut arrêter la prohibition et la production des substances à risque par des entreprises privées. Là, le service public des substances psychoactives avec de vraies infos et des méthodes de réduction des risques est nécessaire. Notre émission avec, pas du stream, mais Zoé du bus ici. Et il a répondu: ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Nous savons très bien que les cas d'alcoolisme aigu, en particulier chez les populations les plus jeunes, ne sont pas liés à la consommation d'une bouteille de Côte-du-Rhône de temps en temps à table. Ne confondez pas art culinaire très ponctuel avec les cas qu'on retrouve souvent aux urgences suite à une alcoolisation liée à une consommation de produits forts type gin, vodka et cubi. Alors, il n'y a pas de cubi de Côte-du-Rhône, hein, d'après Yannick Noder. Toute question d'équilibre, de mesures d'impact sur les filières très importantes pour nos territoires. Je n'ai jamais défendu la consommation régulière de vin, bien au contraire, pas de caricature. Bah ouais, mais là, on parle d'arriver aux urgences, donc c'est pas forcément des consommations régulières, c'est des consommations à risque. Et encore une fois, je sais pas s'il a déjà foutu un pied, mais t'as quand même beaucoup, beaucoup de gars qui viennent pour du vin, hein. Du gin, c'est quand même moins commun, je pense, que du vin. Après, j'ai pas, moi, je veux bien les données épidémiaux. En fait, c'est un jeu de con, on s'en fout en soi de savoir quel est le plus. Mais Mmh. vraiment, il y a beaucoup de gens qui viennent pour des surconsommations de vin. Après, là, ils transforment le truc en disant oui, mais chez les plus jeunes, bah oui, frérot, toi, si tu parles de bouteilles à 40 balles, les plus jeunes, ils arrivent pas avec en ayant bu 3 bouteilles de vin à 40 balles, évidemment, tu vois. Mais déjà, c'est pas forcément que des jeunes qui vont à l'hôpital pour des états aigus alcooliques, hein. C'est un peu tout le monde, en Mmh. fait. Loin de Et là. ah bah oui, loin de là, ouais. Mmh mh. Autant c'est en particulier des hommes, même s'il y a des femmes aussi, tu vois? Mais autant je pense avoir vu plus d'hommes, Ouais. pour ce genre de choses que de femmes. Mais peut-être aussi parce que c'est plus caché l'alcoolisme chez les femmes. Ouais, l'alcoolisme des femmes est un alcoolisme honteux et caché, souvent, plus que chez les hommes. Bien que chez les hommes, l'alcoolisme, c'est-à-dire qu'on banalise la consommation d'alcool, et cetera, mais pour les gens qui ont vraiment des problèmes d'addiction à l'alcool, par contre, on les stigmatise et tout ça, hein. Il est trop bien Surtout le commentaire: «Vous avez fait des études de médecine dans quel bistrot au juste?» alors moi, sincèrement, en fait, je pense que le problème, c'est pas le bistrot. Je pense que le problème, c'est pas que monsieur Neuder, défend, le vin parce qu'il aime bien ça. Enfin, je me pose la question de, n'y aurait-il pas, heu, un intérêt financier particulier, heu qui le pousse, enfin, qui pourrait éventuellement, le pousser, à tenir une position plutôt qu'une autre? Et si tu veux, via WhatsApp, Padu, là, je t'ai envoyé, le petit extrait, une toute petite, capture d'écran là de l'article du Monde, où tu vas voir comment la taxation des alcools n'est pas du tout pareil. En fait, c'est hyper complexe. Et là, il parle de 3 niveaux de taxation. Le vin non mousseux, qui est beaucoup moins taxé que le vin mousseux, qui lui-même est beaucoup moins taxé que les alcools forts. Ah oui, mais c'est ce que je te dis, toi tu parles de taxe de production. Et ben peut-être, en fait, de ce Tu que je parles parce comprends, que il y a 2. 3,78 € par hectolitre, c'est pas C'est la ça. ça correspond pas à la TVA alcool sur les bouteilles, tu Ah vois? non, c'est pas de la TVA, mais là, on parle pas de Ah oui, TVA, oui. hein. Non, non, On mais moi parle je te pas de parlais de la TVA, là. TVA alcool sur les bouteilles. Pour moi, toutes On les parle bouteilles des d'alcool sont taxées à 20% de TVA. Oui, Après, oui, il y a la mais en fait, tu production, d'accord. OK. exactement, tu as d'autres taxes parce que et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus taxé que le tabac, par exemple, à la fin, sur le produit fini. Alors qu'en termes de dangerosité, bon, c'est difficile. Alors après, est-ce que le seul moyen d'attraper le problème de la consommation de psychoactifs est d'augmenter son prix? Il y a probablement d'autres leviers. Mais là, en fait, la question qui se pose, c'est, la situation spécifique, la niche fiscale spécifique dont bénéficie le vin
par rapport à d'autres produits. Et le fait que ça soit, tu vois, moi, à la limite, il arriverait en disant, c'est une filière qui représente tant d'emplois, etc., etc. Bon, c'est toujours l'argument des droitards pour continuer à faire des trucs un peu limite, mais à la limite. Mais là, il dit même pas ça. Moi, c'est ça le problème que ça me pose. C'est qu'il est médecin et il vient expliquer que non, en fait, il y a certains types d'alcool, ça ne pose pas de problème pour la santé. Ça ne pose pas de problème d'alcoolisation massive, etc. Ce qui est profondément faux et dangereux, en fait, de dire des trucs pareils. C'est dangereux. Et en plus, comme tu dis, il y a cette espèce de truc de classe et de truc d'âge, c'est-à-dire qu'en fait, il y a la bonne et la mauvaise cuite. Il y a la cuite, il y a la mauvaise cuite, c'est la cuite des jeunes, c'est la cuite des prolos, etc. Et puis il y a la bonne cuite, c'est la cuite des vieux hommes dominants bien riches qui s'achètent des bouteilles très chères, quoi. Voilà, bah, Ouais. super, hein. Et puis des batteurs à parallèle, tu de l'argent et t'achètes des Bordeaux, t'es un Doberman, mais ça c'est un débat parallèle. Non, je voulais juste, du coup lire ce que tu m'as envoyé là sur les Ouais, taxes à la production. Donc les vins tranquilles, donc les vins sans bulles, c'est, 3,78 € par hectolitre. C'est-à-dire pour 100 litres, un producteur, il paye 3,78 €. Pour les vins mousseux, c'est 9,35 € par, hectolitre, donc il paye un peu plus. Pour les bières, c'est 3,71 €, avec une taxe qui passe de 3,71 € à 7,42 € par hectolitre et par degré. c'est ça. Attends, mais c'est ah oui, mais c'est une dinguerie du coup par Mmh. hectolitre et par degré. Donc en fait, si tu produis, 100 litres de bière, tu es taxé beaucoup plus que 100 litres de vin, alors que la bière en général, sauf vraiment exception, est moins alcoolisée que le vin. C'est ça, c'est Et ça. pour les alcools forts, c'est, l'hectolitre d'alcool pur avec un taux réduit, pour les bouilleurs de cru aussi dans les outre-mer, de 871 € au lieu de 1 741 €, mais ce qui est aussi, même, rapporté au taux d'alcool par rapport au vin. Du coup, ça fait que l'alcool, c'est vraiment le truc produit, qui, est le meilleur rapport qualité-prix, à la taxation quoi, on va dire, par Mmh. rapport au taux d'alcool, tu vois? Voilà, voilà. Donc il y a effectivement une situation d'inégalité majeure et donc dans les discussions à l'Assemblée nationale, il y avait le fait de se dire: «Où est-ce qu'on a des marges de manœuvre pour aller chercher des recettes?» Des gens ont dit: «Bah, là, il y a peut-être une marge de manœuvre» et là, tu as docteur Yannick Noder qui monte au créneau. C'est pas le seul, hein, il y en a plein d'autres, heu et en fait, les liens potentiels supposés, je n'affirme rien encore une fois, entre, les lobbies du vin et un certain nombre d'élus, locaux ou nationaux, semble avoir un grand poids là-dedans. Et d'ailleurs, pendant très longtemps, la Société française de cardiologie a eu des recommandations, notamment à dire que le vin rouge était protecteur pour le système cardiovasculaire, etc., ce qui n'est pas vrai, hein. Et Ça c'était la rend seule, les couilles bleues, je crois, le vin rouge. voilà, c'est ça. C'était la seule société de cardiologie du monde, hein, à dire ça, pour des raisons d'intérêt. Et ça pose vraiment la question de quand on parle de budget, de santé, etc., quand il y a des intérêts privés qui viennent se mettre dedans, ça pose un vrai problème pour la santé des gens, de corruption, en fait, de véritable corruption. Là, on parle du lobby du vin, mais c'est le cas pour l'industrie pharmaceutique, etc. Et du coup, moi, je vais te poser la question, Padu, parce que toi, je ne sais pas si les gens le savent, mais toi, tu es passionné de vin, donc c'est un sujet que tu connais très bien. Est-ce que tu crois pas qu'on pourrait penser un système qui permette de produire du vin de bonne qualité, qui soit accessible, pour une consommation où on met tous les moyens dans le système de soins, dans le système de santé, pour que les gens aient toutes les informations nécessaires pour gérer leur consommation, pour que la consommation ne leur pose pas de problème, pour que quand ça cause des problèmes, on ait de bonnes, de bonnes équipes de soins et cetera pour les prendre en charge. Comme le discours qu'on a tenu sur le cannabis, sur l'héroïne, sur le crack, sur tout ça, comment on pourrait penser, un projet de gauche, qui ne soit pas uniquement non plus une réponse prohibitionniste? Car je rappelle que, la réponse purement prohibitionniste aggrave les choses sur les substances psychoactives. Et si, le vin ne peut plus être produit, bon, c'est chose qui ne va pas arriver en France, hein, mais si le vin venait à être interdit, par exemple, on se dit: «Le vin, c'est dangereux pour la santé», on l'interdit, et ben, il y aura probablement des productions de vin par des cartels de narcotrafic. Et effectivement, moi, je comprends certains producteurs qui se posent la question de, bah, qui font un produit auquel ils tiennent, etc. Comment on fait une pensée de gauche là-dessus, et quelle est la place du capitalisme dans tout ça, pas du ring? Voilà ma question.
Ah, moi, déjà, si on interdit le vin, je prends le maquis pour faire du vin en scred, tranquillement. Je voudrais juste commencer avant de parler, de tout ça, pour vous raconter une histoire personnelle. Moi, j'ai quelqu'un dans ma famille, qui a des antécédents, qui a fait, si tu veux, des infarctus. Puis moi qui me décrivait, alors j'étais en formation pour être soignant et tout, et qui me décrivait de l'angor, quoi, qui me décrivait des oppressions thoraciques, des trucs comme ça. Il était allé voir un cardiologue. Le cardiologue, c'était une bouse, hein. Le gars, il avait fait faire un test d'effort que moi, avec des petites notions en électrocardiogramme, si je voyais qu'il y avait des problèmes dessus, tu vois, sur le test d'effort, et il avait dit: «Non, non, il y a pas de souci, buvez un verre de whisky par jour, c'est bon pour vous». Tu vois le niveau du truc? Alors je dis pas que tous les cardiologues sont comme ça, et c'est faux, hein, je sais bien que tous les cardiologues sont pas comme ça, mais vraiment le mec, on était là, tu sais, c'était même pas un verre de vin, c'était un verre de whisky, détendez-vous et tout, et au final, avec le même test d'effort, en allant voir un autre cardiologue, la personne de ma famille a fini par avoir, en urgence dans les 3 jours un stent, enfin voilà, Mmh. une pause de stent pour éviter de faire des infarctus qu'il a au final quand même fait. Enfin bref, c'était Ça c'était aurait pu avoir compliqué. une Mais ça aurait comme pu quoi avoir des ces conséquences lobbies, graves pour sa santé. c'est pas pour pointer ce cardiologue en particulier, même si je pense qu'il avait un peu raté son analyse sur ce truc-là, tu vois? Mais c'est pour dire que le fait que les lobbies racontent n'importe quoi, ça met en jeu la vie des gens, tu vois? Mmh. C'est-à-dire que commencer à dire à des gens de se mettre à l'alcool alors qu'ils boivent pas d'alcool, et enfin c'est quand même honteux, tu vois? C'est quand même une dinguerie de faire ça. Mmh. Bref, on va peut-être parler un petit peu de vin. Moi, je pense que par rapport à ça, les histoires de surtaxer le vin et que le vin soit sous-taxé, c'est, disons que si tu veux, dans de la production du vin, tu as quand même des coûts que tu n'as pas dans la production de la bière, par exemple. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus dur de produire du vin que de produire de la bière, parce que tu as de l'agriculture, tu dépends, enfin tu as de l'agriculture aussi pour la bière si tu veux, mais tu achètes du malt, tu peux en acheter partout en Europe, tu peux en faire autant que tu veux. Et donc le vin, tu as un caractère risqué, tu as un caractère de travail, que tu n'as pas forcément sur la bière. Donc on peut imaginer, je veux dire, que pour préserver une filière historique, culturelle en France, tu des différences de taxes. Moi, ça me choque pas particulièrement. Je pense par contre que, heu, dans toute l'agriculture, que ce soit dans le vin ou autre part, il y a toujours une douille, c'est de nous faire croire qu'on fait des choses pour les petits producteurs et faire des choses pour les grands producteurs. C'est-à-dire que tu as des gens Oui. qui font bien leur travail, qui essaient de faire leur travail au mieux, on va dire, qui n'exploitent pas les gens, et puis tu en as d'autres qui, font un travail dégueulasse, tant sur le plan sanitaire, sur le plan du travail du sol, sur le plan, des pesticides ou tout ce que tu veux, mais aussi sur le plan de l'exploitation. Et j'en avais parlé dans une autre, capsule, tu sais, sur les 5 morts en Champagne dans les vendanges 2023, mais réellement, si on veut améliorer, la qualité de vie des gens qui font du vin en France, c'est pas forcément le problème de changer les taxes ou je sais pas quoi, mais ce serait déjà qu'il y ait des droits pour les travailleurs agricoles qui bossent là-dedans. Parce que ça reste un domaine où tu as, presque les mains libres pour certains gros producteurs d'exploiter des types qui sont au final sans rien, quoi. Mmh. Donc je pense qu'il faut, déjà voir ça. C'était pareil avec, tu sais, quand j'avais invité, la personne de la Confédération paysanne. Ouais. Il nous avait expliqué ça, si tu veux, aussi, c'est que tu as quand même dans le milieu agricole, tu peux pas parler d'agriculteur en tant que tel. Le type qui a, et c'est souvent des grandes filiales genre LVMH ou des trucs comme ça, qui va avoir des grands châteaux, dans le Bordelais, ou qui fait des, tu sais, genre, je sais pas ce que tu trouves chez, enfin, je sais pas si on a le droit de citer des marques tellement, mais quand tu vas chez Leclerc, tu vois des trucs genre le Roche-Mazé, le Baron de l'Estac, des trucs comme ça. C'est un peu comme Lactalis pour le lait, si tu veux. Mmh. Le consommateur, on lui vend un truc comme si c'était terroir et tout. En fait, c'est, des espèces d'énormes, énormes, 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 producteurs de vin qui, se fournissent de raisins, on sait pas trop comment, qui vont rajouter plein d'additifs et tout pour essayer de copier des goûts de Bordeaux, tu sais, des goûts de bois, des choses comme ça. Tu sais, ils foutent des copeaux de bois dedans, ou des choses du genre, ce qui donne un côté vanillé, moi que je trouve dégueulasse, mais ça c'est une autre question si tu veux. Mais, ce qui, permet de produire, en quantité énorme, et qui n'est pas le cas, des petits producteurs qui vont essayer de faire les choses à peu près bien. Donc je pense qu'on devrait, hem, essayer d'avoir une politique de nivellement par le haut au lieu d'avoir une politique de nivellement par le bas, et d'empêcher certaines pratiques de concurrence déloyale des gros envers des petits. Alors ça, c'est pas forcément suffisant. On peut penser, d'autres systèmes. Il y a eu la coopérative en France qui a été faite, notamment, tu sais, au début du XXe siècle. Je sais pas si tu connais ces Mmh. les histoires du Midi rouge et tout ça? Pas bien. En fait, si tu veux, il y a eu une crise de surproduction, de vin, parce qu'il y a eu, le vin, notamment algérien, et le vin espagnol qui est rentré en concurrence avec le vin français, et qui faisait du vin,
alcoolisés, c'était quand même quelque chose qui était recherché à l'époque, parce que tu sais, à l'époque, les vins étaient beaucoup plus faibles en alcool. Mmh. On Oui, avait ça, je souvent des vins savais. à 8 degrés, machin et tout. Donc, avoir des Les vins, enfants en buvaient d'ailleurs. Les les enfants en enfants en buvaient à table. buvaient, voilà. Mmh mh. Avoir du vin alcoolisé, c'était intéressant. Et dans les pays chauds, ça donnait des vins alcoolisés, notamment en Algérie, donc en Espagne et tout. Et donc, du coup, bah, ceux qui produisaient en France, ils ont eu du mal un peu à suivre le rythme. Et dans toute dynamique concurrentielle, on a ce truc-là qui se forme. C'est-à-dire qu'au lieu de se dire, au lieu de décider de la production, par exemple à une échelle nationale ou internationale, en se disant bah, tiens, l'Algérie produit tel type de vin, c'est pas mal, nous on va produire un autre type, on va pas forcément rentrer en concurrence. Il y a eu une course en fait à qui produira le moins cher l'hectolitre de vin, tu vois, le Mmh. plus alcoolisé possible. Cette dynamique, qui est une dynamique capitaliste, a autorisé les gens à ce qu'on appelle chaptaliser le vin, c'est-à-dire rajouter du sucre dans le vin pour augmenter les taux d'alcool, tu vois. Et on s'est Mmh. retrouvé avec des trucs, ils faisaient passer des lois pour rajouter de plus en plus de sucre dans le vin pour concurrencer les Algériens. Enfin, c'était un truc totalement déconnant, tu vois. Et à la fin de la fin, bah, les mecs se sont retrouvés, non plus à vendre le vin, genre à la bouteille ou au litre ou à l'hectolitre, mais à vendre le vin à l'heure dans des bars. C'est-à-dire que tu arrivais dans un bar, tu payais 1 heure, tu pouvais boire autant que tu voulais, tu vois? Pour essayer d'écouler le plus possible de marchandises. Ça, c'est vraiment, tu sais, un effet un peu débile du capitalisme en phase de surproduction, c'est que tu es forcé, alors c'est un peu le rôle de la pub et du crédit, de forcer les gens à surconsommer des trucs qu'ils consommeraient pas pour pouvoir continuer à faire tourner la boutique, quoi. Mmh. Oui, oui. Donc il y a plein de choses comme ça, en fait, si tu veux, qui rentrent en jeu, quand on passe dans du domaine concurrentiel. Et toute l'ambivalence et tout le paradoxe de mecs comme Neuder, c'est qu'ils te vendent le vin comme étant du vin de petits producteurs, du vin de qualité, tu sais, l'âme de la société française. Mmh. Alors qu'en fait, tout ce qu'ils favorisent, c'est des pratiques de dérégulation, même du vin et de la qualité du vin, et de dérégulation du marché qui avantagent les gros producteurs, parce que c'est ces mecs-là. Tu vois, si Neuder demain, il militait pour qu'on interdise le travail ou qu'on régularise les migrants clandestins qui travaillent dans le vin, tu vois. Mmh. C'est pas le mec qui a 3 hectares et qui produit un vin qui est un vin de qualité que ça va handicaper, parce que de toute façon, il emploie pas ces mecs-là, tu vois. C'est Mmh. le mec qui produit, je sais pas, alors, en fait, je suis obligé d'expliquer des trucs peut-être qui sont un peu techniques, mais si tu veux, genre, il y a plein de vins qui sont vendangés pas manuellement, tu sais, qui sont vendangés mécaniquement avec des machines qui secouent les Mmh. vignes pour récolter du raisin. Mais dans certaines AOP, dans l'AOP, on considère que le vin doit être récolté manuellement. Alors comment tu fais? Parce que ça coûte cher de payer des gens, même au SMIC ça coûte cher, tu vois? Ce que tu fais, c'est que tu prends des gars des pays de l'Est que tu maltraites, ou des mecs d'Afrique que tu maltraites et que tu payes au minimum, tu vois? Donc Mmh. si, Yannick Noder voulait avoir les meilleures qualités possibles pour les vins, par exemple, et préserver, ce truc français, donner du boulot et tout aux gens, il militerait contre ça. Sauf que s'il militait contre ça, ce que ça, handicaperait, c'est, des grands groupes comme LVMH qui ont beaucoup de maisons de champagne, qui, font de la vendange manuelle comme le champagne, ça doit être en vendange manuelle, tu vois? Font de la vendange manuelle avec des gens payés 7 € de l'heure, tu vois? Au black Mmh. ou des choses comme ça, tu vois? Et sans couverture sociale et sans enfin, Et, voilà s- quoi. et sans aucune couverture sociale, tu vois? Et Donc avec moi, des je conditions trouve de toujours, travail, mais c'est toujours le cas avec les droits tardés, ces gens-là nous font toujours miroiter le petit restaurateur, le petit machin, et en dernier lieu, jouent contre le petit restaurateur, le petit boulanger, le petit gars qui fait du vin pour avantager des grands groupes et pour au final niveler par devant le niveau de qualité des choses, tu vois. c'est ça. Donc après, moi, au niveau de la production, je sais pas exactement ce qu'il faut faire, parce que la question du vin est quand même un peu spécifique, parce que si tu l'étatises et que tu peux pas, si tu veux, avoir des choix à un niveau national. Parce que justement, la beauté et l'intérêt du truc, c'est qu'il y a différents terroirs, différentes manières de faire le vin. Il y a même des vignerons qui, avec le même terroir, vont pas faire le même vin, et les deux peuvent être bons, ou il y en a un qui peut être bon, l'autre qui peut être mauvais, tu vois. Donc il faut quand même laisser une liberté aux choses, tu vois. Et Mmh. c'est justement l'enjeu, je pense, de penser, de penser aujourd'hui à un projet de gauche, c'est d'avoir un projet où il y a quand même une certaine autonomie des gens sans avoir d'exploitation, tu vois. Mmh. C'est-à-dire que l'autonomie du gars qui veut faire son vin, sera. Parce que je sais pas si tu as déjà vu quand tu vas à des vendanges ou des choses comme ça, tu peux pas dire que les mecs bossent pas. Tu vois, les mecs ils se couchent à 3 h du mat, ils se lèvent à 7 h du mat et tout. Et sur des petits domaines, je parle, où les gars bossent vraiment. Donc tu as une vraie implication. Pourquoi? Parce que tout se joue à certains moments où il faut faire des choix rapidement. Donc il y a une vision derrière tout ça, il y a un vrai travail. Il faut laisser aux gens la possibilité de le faire. Tout comme si tu veux des groupes de musique, tu vois, tu peux pas avoir l'État qui choisit toutes les musiques qui vont être produites sur la société. Il faut laisser le musicien composer son truc, essayer de faire comme il peut, tu vois. Donc on a besoin de faire ça. Par contre, je pense qu'on peut penser des caisses
pour empêcher, si tu veux, des problèmes financiers, pour pouvoir financer peut-être, tu vois, pour pouvoir enlever le caractère vraiment pécunier du vin, qui fait que le gars qui produit bien son vin va rentrer en concurrence avec un mec qui fait de la pub, qui fait de la merde, qui fait bosser des gens moins chers que lui, donc qui va sortir des bouteilles moins chères. Je pense qu'il faut sortir vraiment de ça, tu vois. Mais Mmh. qu'il faut laisser quand même, qu'il faut penser à un statut qui laisse une certaine liberté, que ce soit pour les artistes, pour certains artisans ou des choses comme ça, parce que sinon on n'aura plus cette différence qui fait la beauté aussi des musiques différentes, des restaurants différents, tu vois? Genre si tu as des restaurants 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles sur le territoire, ça tu peux pas choisir leur menu au niveau étatique, tu vois? Tu es obligé de laisser les gens avoir une certaine liberté. Mais je pense que justement le fait de les sortir d'une dynamique économique où, ils sont obligés d'être en concurrence, leur permettra plus de liberté, tu vois? Parce qu'ils pourront penser, l'objet qu'ils créent comme un objet qui est beau, qui est intéressant, qui est bon pour la santé, tu vois? Plutôt que comme un objet qui doit d'abord se vendre, tu vois? Je trouve que là, ce dont tu parles, c'est la différence entre étatisation et collectivisation. Oui. Tu sais, nous, quand on parle de enfin, quand des gens parlent de nationalisation et tout, que nous, on utilise plus souvent le mot de collectivisation. Moi, quand je parle de la sécu, du 100% sécu, des gens me disent: «Oh là là, mais si c'est l'État qui gère, l'État, il gère mal et tout». Bon, alors déjà, faut entendre, parfois, ils disent, dans État, ils mettent plein de choses différentes et notamment le public, en règle générale, gère mal. Alors, on en reparlera, mais ce n'est pas vrai. Il y a moi, quand je parle de 100% sécu, et ça a été l'histoire de la lutte de la sécurité sociale, c'est pas pour dire: «On met tous l'argent en commun», pour que ça soit un État paternaliste au-dessus de tout le monde qui décide comment est dispatché l'argent. L'idée, c'est que les caisses de sécu, et notamment les caisses locales de sécu, elles soient gérées par les cotisants. Et moi, mon système de soins idéal, notamment, mon organisation idéale de la médecine générale en France, ça serait des petites unités de services publics territorial de santé, où les soignants, les travailleurs médico-sociaux, les usagers du système de soins, etc., se regroupent et orientent où est-ce qu'on met l'argent de manière adaptée au territoire, parce qu'on n'a pas les mêmes besoins dans un territoire de quartier populaire, urbain, avec une forte population jeune, etc., que dans un territoire comme le mien, rural, avec des gens très âgés et tout ça et tout ça. Ce que je veux dire, c'est ce que tu dis sur le vin, moi, ça me fait vraiment penser à ça. C'est penser le côté collectif, c'est-à-dire on met l'argent en commun, on s'assure à chacun les besoins vitaux, une sécurité sociale pour le chômage, pour la santé, une sécurité sociale alimentaire, on assure des logements, on assure l'énergie, l'accès à l'énergie, chauffage, etc. pour tout le monde. Donc déjà, tout le monde, on va dire, est soulagé par le fait qu'on assure des besoins, les besoins primaires de tout le monde. Et ensuite, on collectivise les moyens pour que, je sais pas, et puis ensuite, ça laisse justement la place à tout un tas de libertés individuelles, d'essayer de s'adapter à leur terroir dans le cas du vin, à leur territoire, etc. Et ça, c'est des vrais Et qui peut projets être basé sur collectivs. autre chose qu'une propriété privée, tu vois? C'est-à-dire qu'il y a des gens. Clairement. Moi, je trouve ça normal qu'un type qui, a, 25 ans de carrière dans la cuisine, qui a montré qu'il pouvait tenir des grands restaurants, des choses comme ça, que ce soit lui, qui, dirige tel restaurant, qui fasse le menu, tu vois? C'est logique parce qu'il a il a un intérêt pour ça et il a prouvé dans le passé et c'est pareil, je veux dire, on a des grands domaines en France qui sont des domaines historiques et tout, tu peux pas les donner au premier venu, juste parce qu'il a fait une école de je sais pas quoi, tu vois? Il faut avoir des gens qui ont de la bouteille, on va dire. Justement, ça, c'est possible en enlevant, la question de la propriété privée de l'histoire. Parce que le problème Ouais. de la propriété privée, c'est que tu as des gens qui héritent des plus grands domaines français, qui ne connaissent pas le vin, qui s'en foutent. C'est vraiment complètement débile et ils finissent du coup par employer des gens qui sont, tu sais, des maîtres de chai, des maîtres de vigne, au final, c'est le maître de chai, le maître de vigne qui devrait être, vraiment, le boss dans le truc, on va dire. Même si, faut aussi penser à une démocratie dans le machin, qui permet, tu vois, d'avoir une Oui. démocratie dans le travail, comme partout dans tous les travails. Mais, Particulièrement pour les ouvriers agricoles qui sont vraiment, une partie, des ouais. travailleurs extrêmement exploités, Extrêmement maltraités, exploité, ouais. ouais. Ouais, ouais, c'est vraiment une dinguerie les travailleurs agricoles comme Mmh. ils sont exploités et puis en plus de ça, c'est des métiers qui sont extrêmement durs, où tu as beaucoup de boulot au black encore, donc ça, c'est des gens qui ont pas forcément de couverture sociale à cause de ça. Enfin, c'est presque un autre monde, hein. Je veux dire, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'imaginent pas que ça se passe comme ça en France, Mmh. dans certains endroits, notamment à la campagne, tu vois? Ouais, carrément. Mais, je voulais parler aussi de l'État par rapport au vin parce que si tu veux, justement si je disais ça et si je mettais des pincettes, c'est parce que je sais qu'avoir un discours notamment qui s'adresse, à certains vignerons, à certains travailleurs agricoles et tout, si tu sors un discours et qu'on a l'impression que tu as un discours d'étatisation et de normalisation, tu vois? Et Mmh. d'homogénéisation, c'est un discours qu'ils ne peuvent pas porter parce que je pense que c'est pas proche de leurs préoccupations et même pas proche de la réalité du terrain, tu vois? Et aussi parce que
moi, évidemment, ce qui me plaît dans le vin, c'est pas des gros domaines industriels et tout, c'est d'aller voir des vignerons, tu vois, qui bossent, qui ont souvent souvent ils ont entre 2 et 7 hectares, tu vois? Au-dessus de 7 hectares, tu rarement tout seul, même si des fois c'est des couples, tu vois, qui bossent à 2, c'est quand même très, très compliqué. Alors souvent ils ont, tu sais, un apprenti, ils ont quelqu'un Mmh. en plus et tout, mais après tu as des familles, des fois, qui font du très bon vin, qui peuvent avoir 50, en France parfois 100 hectares et tout. C'est très spécifique de la France, hein, parce que dans d'autres, endroits, le plus petit domaine, il a 200 hectares, tu vois? Mais Mmh. en France, tu as vraiment des domaines comme ça, à échelle humaine où c'est intéressant du coup parce que c'est des gens qui peuvent tout faire de A à Z et qui peuvent du coup avoir une main là-dessus. Et justement, ben, leur discours des fois, c'est un discours «L'État nous a mis des bâtons dans les roues», notamment un discours aujourd'hui anti-AOP. Tu vois? Où à un moment donné, les AOP, ça a été quelque chose qui a, permis, de sauvegarder des vins en France. Et aujourd'hui, il y a tout un mouvement inverse qui fait que beaucoup de grands vins en France deviennent des vins sans AOP qui sont devenus, ce qu'on appelle des vins de France, tu vois? Ils ont juste l'étiquette vin de France. Ils ont pas l'étiquette, je sais pas, Saumur Champigny, tu vois? Ou je sais pas quelle AOP, tu vois? Ils vont avoir juste l'étiquette vin de France. Pourquoi? Parce que, hem, la caractéristique des AOP, c'est aussi d'homogénéiser et de normaliser des choses. Parfois par rapport à des goûts qui n'existent plus aujourd'hui avec le réchauffement climatique. C'est-à-dire qu'on te dit, le vrai Saumur Champigny, c'est ça, hein. Bon, c'est ce qu'on faisait dans les années 60, tu vois? Maintenant, il fait 2 degrés de plus, mais voilà, le vrai Saumur Champigny doit être comme ça. Donc du coup, les mecs sont obligés parfois un peu de traficoter des vins, parfois aussi de faire de la sélection de levure en laboratoire pour avoir tous la même levure. J'entendais parler parce qu'aujourd'hui, tu sais, c'est le Beaujolais nouveau le jour où on tourne. J'entendais parler de goût de banane dans le Beaujolais nouveau, mais ça a un goût de banane parce que les mecs sélectionnent des levures et mettent tous la même levure qui donne un goût de banane, tu vois? Mais il y a plein de Beaujolais qui ont pas goût de banane, tu vois? Donc c'est pas un caractéristique vraiment de terroir, c'est un caractéristique d'une levure qui a été sélectionnée en Beaujolais, qui a été reproduite et qui est remise après par plein de mecs dans des Beaujolais, tu vois? Mais justement, et justement, tu vois, tu vas avoir des mecs qui vont sortir un Beaujolais avec du vin, tout est fait en Beaujolais, tout est bien fait, tu vois? Qui ne va pas avoir ce goût-là et tu vas avoir un type de l'AOP qui va leur taper sur le doigt en leur disant: «Ouais, ça, c'est pas un vrai Beaujolais», tu vois? Alors qu'en Mmh. fait, il sera plus proche du terroir qu'un type qui va acheter des levures en Allemagne, sélectionnées à partir d'un Beaujolais des années 90 pour le remettre dedans, tu vois? Ce qui n'a pas trop de sens. Et il y avait eu pareil en France avec notamment, des cépages anciens qui ont été virés parfois pour des histoires, d'enjeux de pouvoir de certaines AOP, tu vois? C'est-à-dire que tu as des mecs qui ont de la Syrah par exemple qui ont de la Syrah, je sais pas, dans le Loir-et-Cher. Et on leur dit: «Non, la Syrah, c'est dans le sud». Ben, les mecs disent: «Oui, mais attendez, il y a 150 ans, il y en avait ici. Moi, j'ai, quelques pieds, que j'ai retrouvés qui sont centenaires et tout. Comment ça se fait que je peux pas embouteiller mon vin avec l'AOP de là où je vis, sachant que j'ai des vignes qui sont ici, tu vois, sur, ce cépage-là?» Et les mecs leur disent: «Non, faut les arracher, faut les remplacer par tel cépage qui est du coin». Et donc du coup, ça crée aussi une homogénéisation qui peut mettre en péril parfois la vigne parce que, ben, il y a certains cépages qui sont plus résistants que d'autres à certaines maladies et donc du coup, les homogénéiser, c'est un peu con, tu vois? Et aussi avec le réchauffement climatique. Et du coup, ben, moi, je connais beaucoup de petits, agriculteurs qui sont d'extrême gauche, qui sont, des gens, qui sont, tout à fait pour ce que tu proposais, je pense, avec la sécurité sociale, tu vois? Qui sont pas du tout des espèces de petits bourgeois réacs et tout, mais par contre qui sont contre, d'avoir, des, grandes lois qui viennent de l'État pour leur expliquer comment ils doivent faire un truc, et donc je pense qu'on doit avoir un discours qui porte à ce niveau-là et qui porte la particularité de chaque territoire, quoi. C'est ça, go penser le pinard de gauche, Des go penser mais il y a anticapitaliste. plein de gens qui pensent le pinard de gauche, hein. Ouais, ouais. Moi ça m'amuse, hein, parce que j'ai des potes aussi de droite, tu vois? Une fois, j'allais voir un gars qui était un grand nom, un grand nom du milieu, tu vois? On arrive sur sa porte, il y avait une énorme faucille, un marteau, j'étais mort de rire, tu vois? Enfin, tu as vraiment des gars qui sont des gauchistes, mais c'est un peu des altermondialistes aussi des fois, tu vois? Il y a une dynamique voilà, on va faire les choses autrement. Alors des fois, ça peut tomber dans des choses un peu dans la croyance. Moi, tu vois, c'est le rapport aussi à la biodynamie, tu vois? Moi, je pense que la biodynamie, c'est pas quelque chose auquel j'adhère. Je pense pas que ça fonctionne. Après, j'ai pas de stats là-dessus, mais eux non plus, en général, n'ont pas de données là-dessus. Je crois qu'il y a eu vraiment des études qui ont montré que c'était pas forcément qu'un vin en biodynamie et un vin en bio, ça changeait pas grand-chose. Mais par contre, moi, je comprends, en fait, cette réaction que ces gens-là ont par rapport à, si tu veux, heu,
ils ont vu des choses tellement reloues dans l'industrie, c'est un peu comme les antivax, tu vois. Ils ont vu des choses qui les ont tellement choqués dans la santé qu'ils sont partis dans le sens inverse, tu vois. Mm. Et ben il y a des gens comme ça qui ont vu des trucs qui leur paraissaient aberrants, par exemple de faire des vins sucrés en rajoutant du sucre de betterave, tu vois, ça paraît aberrant, tu vois, tu as du jus de raisin, tu rajoutes du sucre de betterave, et puis après tu essaies de changer le goût en rajoutant tel acide ou je sais pas quoi, tu vois, que eux ils sont partis dans le sens inverse en se disant que ben, la biodynamie au final pourquoi ça marcherait pas, et puis ils sont partis là-dedans, tu vois. Et donc moi en général je préfère boire un vin en biodynamie, même si je me dis que la biodynamie ben, au final elle change rien au vin, mais que c'est juste un vin où le mec a fait au moins attention à ce qu'il faisait, tu vois. Même si je pense que sa corne de bouse elle change rien, plutôt que un mec qui me vend une bouteille avec 50% de sucre de betterave dedans en me disant que voilà c'est quand même en Anjou on fait des vins sucrés, ouais, tu fais des vins sucrés avec des betteraves belges, c'est quoi cette histoire, tu vois. Enfin, c'est un peu bizarre comme truc. Hot take de mon mec pour finir sur les trucs de biodynamie, de trucs. Lui, il jardine beaucoup et du coup, tu sais, t'as des histoires de jardiner avec la lune et tout. Il avait pas mal de recherches et sa conclusion, ça a été que jardiner en fonction de la lune, ça change rien. Par contre, les mecs qui jardinent avec la lune, du coup, c'est des mecs qui observent beaucoup leur jardin, qui Et bien passent sûr, beaucoup de temps dans mais leur moi je jardin. pense pareil des Et vignerons. c'est ça qui fait la diff. Et Ouais. moi, j'ai la même take sur la biodynamie. Je pense que c'est le même délire. Tu Qu'en vois là, soit, c'est bullshit, mais que du coup, ça fait des mecs qui observent énormément leur vigne, qui passent du temps dedans, etc. la Romanée Conti c'était un vin naturel jusqu'à présent, tu vois. Et maintenant c'est devenu un vin biodynamique. Moi je pense que ça va juste rien changer, tu vois. Bon, de toute façon, ni toi ni moi ne boirons de Romanée Conti dans notre vie parce que c'est trop cher, tu vois. Mais je pense que ça va juste rien changer. Mais moi, je préfère ça que si des mecs, s'ils étaient passés d'un vin naturel à un vin chaptalisé où ils rajoutent du sucre et puis où ils rajoutent des copeaux de bois pour faire je sais pas quoi, et puis où ils diminuent les temps, comme ça leur permet de diminuer les temps de passage en barrique parce que comme ça ils font plus de chiffres. Tu vois, enfin ça, je trouve que ça diminue la qualité du produit et ça n'a aucun intérêt, tu vois. Il y a des gens qui parlent d'anthroposophie dans le chat. Alors évidemment, hein, la biodynamie au départ, ça vient de l'anthroposophie, des délires Steiner, etc. C'est des trucs New Age avec des dérives sectaires très importantes, comme dans beaucoup de pratiques un peu alternatives, etc. Mais là, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il faut avoir un regard politique sur ces pratiques. Et ben, la plupart Pourquoi des vignerons qui font de la biodynamie, ils sont pas dans l'anthroposophie. Je pense que c'est des Exactement. gars, ils y connaissent pas Et grand chose. Ils mettent 2 c'est comme tisanes de plantes sur leur l'antivaxisme. vigne et puis basta, hein. Ouais, mais c'est comme ce qu'on disait sur les médecines alternatives, sur l'antivaxisme, etc. La question, c'est pourquoi ça émerge, pourquoi ça devient une solution pour certaines personnes. C'est avoir une lecture politique de tout ça. Et donc, essayer d'y proposer des solutions politiques. Voilà. Ouais. Ouais, bien sûr. Non, et puis c'est des gens du coup qui ont eu une vraie réflexion aussi. Alors pas forcément des gens en biodynamie, je veux dire, mais par exemple des réflexions sur le sol, tu vois, comment est-ce qu'on fait pour avoir un sol qui est vivant, aussi sur la monoculture. Il y a beaucoup de réflexions par rapport à ça, c'est-à-dire que foutre de la vigne sur 1000 hectares de suite, bah, peut-être que ça appauvrit le sol. Pourquoi? Parce que la vigne va tirer que certains minéraux dans le sol, alors que si tu avais un champ de pommiers, si tu avais certaines, comme tu avais avant d'ailleurs, si tu avais des chèvres ou je sais pas trop quoi qui faisaient du fumier naturellement sur le sol, peut-être que ça permettrait que les sols soient moins pauvres, et donc ça permettrait d'éviter de devoir acheter des engrais azotés qui polluent de fou, tu vois, pour en mettre dans les sols. Enfin voilà, c'est des vraies questions. Et souvent, ces questions viennent plus de ces milieux-là que des milieux de lobby d'industrie du vin, tu vois. Mmh. Mais Et, après, l'anthroposophie en soi, je pense que c'est même une autre question, tu vois. Je pense que oui, c'est une oui. autre question. Il y en a qui adhèrent à ça, hein. Notamment, tu vois, le gars, par exemple, comment il s'appelle ce domaine-là, à Savenière, un gars Je qui ne vais s'appelle pas Joly. t'aider. Un mec qui s'appelle Joly, comment il s'appelle? Bref, il a une famille qui s'écrit Joly. C'est un peu un ponte de la biodynamie en France. Lui, c'est un anthroposophe, c'est un peu différent, tu vois. C'est un gars, il te dit: «Ah voilà, mais moi j'ai découvert l'anthroposophie». À chaque fois, c'est pareil, c'est: «Au début, j'y croyais pas, mais finalement, j'y ai cru». Il y a Roro qui a réagi à ce mec-là, d'ailleurs. Le truc, c'est que la plupart des vignerons, moi, que j'ai rencontrés qui faisaient de la biodynamie, en soi, ils sont pas trop là-dedans. Ils sont un peu éco-anxieux. Ils disent: «Ah, moi, je sais pas trop si ça marche, mais j'ai mon voisin, il m'a dit qu'il fallait mettre de la tisane de tilleul sur le truc et tout, quand on avait peur qu'il y ait une maladie. Au lieu de foutre un espèce de pesticide de synthèse, il fout de la tisane de tilleul, il fait un vin qui est bon. Moi, ça me va, tu vois. Je m'en fous qu'il foute de la tisane de tilleul ou pas, en soi». Oui, carrément. La biodynamie, c'est pas un label. Si, il y a des labels de biodynamie, mais pas forcément. Après, moi, je dis les plus gros chats, c'est les gars qui n'ont pas de label et qui font tout bien sans avoir besoin de label, et tout le monde le sait, et du coup, ils payent pas le label. Mais bon,
C'est un peu comme les logiciels libres. C'est des gars libres. Ils ont pas le label, mais voilà quoi. Chakra a des droits. Acheter des vins de Bloody Mary, ça soutient pas aussi l'anthroposophie. Ben ça peut du coup, oui, s'ils ont des labels, ça peut soutenir l'anthroposophie. Bah après, acheter un vin qui appartient, je sais pas, à un gars qui est à la FNSEA, ça soutient la FNSEA aussi, tu vois. Donc Mm, mm. bon, c'est pas, je sais pas si tu peux faire des billards à 3 bandes comme ça aussi, tu vois. Mm. Je sais pas si on a d'autres trucs à dire. Moi, je t'ai écouté. Je retiens que tu es pour le kolkhoz des vignobles. Voilà. Oui. Non, mais c'est vrai que la grosse douille auquel il faut faire gaffe, c'est d'opposer des petits aux gros, tout ça. Enfin, de faire croire que les choses, ouais, c'est pour les petits, en fait, c'est toujours pour les gros. C'est toujours pareil, ces trucs-là. C'est ça. Et donc, voilà, j'espère que je ne prendrai aucune plainte pour non-respect de la confraternité, mais je ne pense pas, car je suis restée extrêmement confraternelle. Je n'ai fait que poser des questions intéressantes. Voilà, j'espère. Ouais. Le vin de gauche, c'est le vin paysan, exactement. La vigne est la monoculture la plus néfaste pour les sols globalement. On a constaté que parmi les parcelles réattribuées et réformées, celles qui mettent le plus de temps à se remettre de leur empoisonnement sont très majoritairement des vignes. Mais non, mais déjà, il y a un nombre de traitements de zinzin. Et même les traitements bio, d'ailleurs, c'est aussi quelque chose. C'est pour ça que les labels, des fois, ça veut pas dire grand-chose. Bio, ça veut dire ils mettent pas de trucs de synthèse. Mais ils peuvent mettre de la bouillie bordelaise, quoi, du sulfate de cuivre. Et ils peuvent mettre aussi... qu'est-ce qu'ils peuvent mettre aussi? Mince, j'ai oublié l'autre atome qu'ils peuvent mettre. Mais bref, entre un type qui fait 30 traitements au sulfate de cuivre et genre qui a le droit, je sais pas, à 3 kilos par hectare par an et qui met ces 3 kilos à un mec qui met 300 grammes, bah, c'est pas la même intoxication pour le sol qui va aller dans les sources d'eau et tout, qu'un type qui le fait le moins parce qu'il est plus proche de ses vignes, parce qu'il va enlever certaines feuilles pour que les vignes respirent et qu'il n'y ait pas je sais pas, qu'il y ait pas des champignons qui arrivent. Enfin voilà, parce qu'ils font plus attention, quoi. Donc même bio, ça veut pas dire grand-chose des fois, quoi. Bon, est-ce qu'on s'arrête là? Écoute, oui, hein, pour le kolkhoz du vignoble et contre les lobbies. Yes. Bah sur ce, moi, je vous invite à donner sur le Tipeee pour qu'on puisse aller rendre visite à des vignerons avec Dr Zoé en 4K. Je vous invite Exactement. aussi à vous abonner à cette chaîne, la chaîne principale, et à la chaîne de Zoé, Docteur-Zoé-. Et sur ce, je vous dis à plus. À plus tout le monde, salut.